Alors, un petit rappel. La dernière fois, nous avions deux invités, notamment Frédéric H., qui est un spécialiste de la finance à la fois méchante, parce qu'il était financier, et en même temps un spécialiste de la finance verte. Et effectivement, il était très peu optimiste dans l'approche des acteurs financiers et économiques quant à leur sincérité pour la préservation notamment de la biodiversité. Et sur le thème de la financiarisation, on a pu aborder avec lui, y compris avec la journaliste et réalisatrice de documentaire Sandrine Fedel, un certain nombre d'aspects qui sont déclinés par ce thème générique de la financiarisation. Par exemple, les marchés biodiversité, les marchés de décarbonation, entre autres, et la vaste question sur laquelle va rebondir justement Harold ce soir sur les compensations écologiques. Alors, quand on parle de financiarisation de la nature, oh là, attention, on peut faire peur dans les chaumières tout de suite. Hein, on parlait la dernière fois d'une monétisation avérée de la nature, hein, depuis même on pourrait dire quelques décennies, Harold me corrigera, ou Francine, mais qui peuvent avoir éventuellement dans le futur des effets de bascule sur la financiarisation de la nature, ultérieurement ou dans les prochaines années. Je présente mes deux invités. Alors, Francine Desprats, qui est sociologue, qui est administratrice du Réunifed et de la Société française de prospective, je lis, hein, je suis fainéant là, hein, et de la prospective, parce que c'est comme SFDP, et il poursuit ses recherches sur les politiques territoriales et urbaines et de l'enseignement. Ces recherches portent plus particulièrement sur la transition écologique et les transformations sociétales. Elle travaille aussi depuis quelques années sur la comptabilité socio-environnementale et est membre de l'association CERCES, ça prononce comme ça ? CERCES, Cercle des experts comptables environnementaux. Et Harold Levrel, professeur d'économie écologique à AgroParisTech, et membre du CIRED, co-auteur avec Antoine Mismer du livre « L'économie face à la nature, de la prédation à la coévolution ». C'est paru aux éditions Les Petits Matins au début 2023. Donc, comme il vient de vous être dit, je suis sociologue, donc je ne suis pas économiste. Je vais vous parler de comptabilité et je ne suis pas comptable. Alors, vous allez vous demander pourquoi je vous parle de tout ça. Parce que je m'intéresse évidemment aux transformations qui affectent la société et surtout la manière dont elles sont appréhendées et, par le corps social et par les différentes institutions, mais aussi par tout à chacun d'entre nous, et essayer d'approfondir autant qu'il se peut les questions de blocage ou les freins qui affectent souvent des transformations importantes. Si on prend la question évidemment de l'écologie, c'est une longue marche que j'ai commencée il y a de très longues années et je me réjouis quand il y a des progrès, parce qu'il y a quand même des progrès. Donc, je vais commencer par vous parler de l'anthropocène. C'est un très gros mot, mais qui est maintenant divulgué dans le monde scientifique. Qu'est-ce que l'anthropocène ? L'anthropocène, c'est la période que les géologues ont qualifiée comme étant la période où l'homme est devenu en fait une force de la nature et a transformé et est intervenu de manière décisive sur la nature. Et donc ça fait suite à l'Holocène. Et cette période de l'Anthropocène, elle est datée, il y a beaucoup de débats sur les dates, mais en tout cas, l'Institut de stratigraphie, qui est l'autorité scientifique, a précisé, ou a indiqué que la date était liée à la Seconde Guerre mondiale. Et donc, c'est cette
date que l'on prend pour référence. Mais il y a beaucoup de débats autour de ce que pourrait être l'Anthropocène, notamment on parle de capitalocène aussi, c'est-à-dire le capitalisme qui a été une force décisive aussi, ce qui est vrai d'ailleurs. Et donc voilà, nous avons tout un arsenal de connotations qui s'est développé autour de ce mot et de ce qui est une vraie réalité puisque notre sol est transformé par les activités de l'homme et par la manière dont ces activités ont attaqué, en quelque sorte, ou transformé la croûte terrestre. Et on retrouve cette approche de l'Anthropocène est marquée par ce qu'on appelle les clous d'or, c'est-à-dire des lieux qui, partout dans le monde, que ce soit sur terre ou sur mer, on retrouve la même sédimentation, la même intensité de sédimentation. C'est ce qui explique que, dernièrement, nos illustres scientifiques ont défini le lac Crawford, c'est ça, si je ne m'abuse, comme étant le lieu de référence, mais il y a eu toute une bagarre, pas une bagarre, mais il y a eu toute une concurrence pour savoir quel serait le lieu emblématique, et voilà, on s'est arrêté sur ce lac. Donc, voilà pour l'histoire de l'Anthropocène qui commence. Certains disent d'ailleurs que c'est un nouveau récit. C'est effectivement un nouveau récit qui nous est proposé, mais il n'est pas tout prêt. C'est à nous de le construire, et c'est la raison pour laquelle il est très très important que l'ensemble des disciplines, que ce soit l'économie, l'anthropologie, la sociologie et d'autres, s'approprient aussi ce domaine de la transformation, parce que selon ce que nous en ferons, nous irons dans un sens ou dans un autre. Bien sûr, nous sommes confrontés aux limites de la planète. Alors, comme je n'ai pas des yeux excellents, je vais prendre mon petit papier, parce que je ne les connais pas par cœur. Donc, les limites planétaires, bon, vous en connaissez un certain nombre, mais je vais vous les rappeler. Le changement climatique, eh bien sûr, on y est confronté, mais il s'accélère en intensité et en fréquence. La 6e extinction massive et l'érosion de la biodiversité terrestre et marine est en cours. Et là aussi, on ne voit pas très bien comment on va revenir à des situations ex-ante, ce qui me paraît pas possible. Je pense que mon collègue sera à même de vous en parler aussi. Les cycles biogéochimiques sont dégradés, notamment l'azote et le phosphore, qui sont indispensables à la vie. L'affaiblissement de la couche d'ozone qui continue. L'acidification des océans, qui est une réalité, vous en entendez sûrement beaucoup plus parler, parce que c'est un point dont les grands médias se font quand même de temps en temps l'écho. La perturbation des cycles de l'eau, eh bien, c'est un sujet, et on peut regretter que M. Petraglia ne soit pas là, parce que c'est vraiment un grand, plus que connaisseur, un grand pédagogue sur ces questions, mais c'est des questions qu'il a posées depuis très longtemps. Moi, je l'ai entendu à Florence, je ne sais plus en quelle année, mais bon, il nous avait déjà alertés sur ces problèmes, et surtout les conflits d'usage, qu'ils soient géopolitiques, ou même au niveau le plus proche, puisque vous avez entendu parler des derniers conflits qu'il y a eu
avec les bassines, etc. Donc les conflits d'usage au plus proche de nous vont probablement s'accélérer, d'autant qu'on a une sécheresse qui malheureusement se développe aussi. Alors il y a aussi un autre grand phénomène auquel il faut s'attacher et sur lequel il faut travailler, c'est le changement d'affectation des sols. Alors il y a plusieurs lois qui sont sorties récemment, dont le zéro artificialisation nette, le ZAN, pour que l'urbanisme n'envahisse pas nos terres agricoles. Je le résume de cette manière-là, mais pas seulement. Il n'y a pas que l'urbanisme, il y a d'autres phénomènes aussi qui artificialisent les sols, mais c'est quand même un des plus importants, l'urbanisme. La déforestation, bien entendu, qui est grave, et on en parlera peut-être, mon collègue en parlera peut-être aussi. Enfin, on a des entités nouvelles qui apparaissent. Bien sûr, les pollutions chimiques, même si on les connaît, on les découvre de plus en plus dans nos environnements, les pesticides, les plastiques, tout ce qui produit, en fin de compte, des perturbations sur notre vie, dans notre vie, et pour l'avenir de la planète et son habitabilité. La charge atmosphérique en aérosol. Donc là, je vous ai cité les limites planétaires telles qu'elles sont maintenant reconnues par le monde scientifique, mais il est bien entendu que entre le moment où la science reconnaît un certain nombre de phénomènes et le moment où la société agit pour soit réparer, inverser ces phénomènes, il y a malheureusement des délais qui sont beaucoup trop importants, puisque ces démarches de prise de conscience écologique sont quand même si elles datent de certains disent du 19e siècle, pour certaines sûrement, mais disons en tout cas depuis le milieu du 20e siècle, sûrement, il y a eu des prises de conscience, mais malgré ces prises de conscience, on n'a pas vu vraiment de phénomène d'inversion important. Mais on y reviendra, vous y reviendrez sans doute beaucoup mieux que moi. Alors, pourquoi rentrer dans l'économie planétaire? Est-ce que ça a du sens et comment? Alors, moi je vais parler en tant que sociologue, bien entendu. Je pense qu'il faut rentrer dans l'économie planétaire pour prendre soin de notre vie biologique, c'est le minimum, notre vitalité psychique et notre relation au vivant, de notre manière d'être au monde et dans le monde. Là, je fais référence aux travaux notamment d'Hartmut Rosa, qui a eu quelques interventions tout à fait intéressantes dans ce domaine. Il faut aussi penser nos relations et les interactions dans un monde ouvert et replacer notre condition humaine dans les limites de la Terre. Parce que si on ne voit que les choses au plus près de nous, il faut les voir auprès de soi, mais il faut aussi les voir dans leur globalité et au plus loin. Et enfin, il faut engager des démarches de gestion responsables et éclairées à toutes les échelles et dans toutes les sphères de l'activité humaine. Alors ça, c'est bien, c'est des grands principes ou des grandes idées. Et est-ce qu'on a quelquefois des leviers qui se présentent à nous? Et il y a quelques années, j'ai découvert la comptabilité écologique. Évidemment, ça m'a tout de suite interpellée. Je me suis dit, tiens, très intéressant, la comptabilité, c'est des chiffres. J'ai pas du tout une passion pour les chiffres. En tant que sociologue, je préfère les mots. Mais je me suis dit, il y a sûrement quelque chose à aller voir de plus près.
Et j'ai commencé à regarder effectivement ce que proposait la comptabilité écologique. En fait, la comptabilité écologique, c'est en fin de compte non seulement une nouvelle démarche, mais c'est une autre lecture des chiffres, c'est un nouveau langage qui est proposé pour interpréter la comptabilité des associations, des organisations, des sociétés, y compris des écosystèmes, et donc de regarder non pas comment on va évaluer ou donner un prix aux éléments de la nature, mais plutôt comment la comptabilité va imposer aux entreprises de prendre leurs responsabilités, et c'est-à-dire d'avoir des actions qui leur permettent de préserver ou de réparer ou d'engager des actions qui seront à même de réparer ou de préserver la nature. Je dis bien les actions qu'elles vont engager, c'est-à-dire leur impact. Et une entreprise, elle a évidemment un bilan économique, financier, c'est classique, hein, elle fait ses comptes, elle a un bilan, et elle est garante de l'argent, en quelque sorte, qu'on lui a confié. Eh bien, on va lui demander d'être aussi garante du capital humain, des individus, de la manière dont elle les traite, et on va lui demander aussi de prendre en compte le capital environnemental. Et c'est ces trois capitaux qui devront être traités, c'est-à-dire le capital financier, le capital social et le capital environnemental. Et à partir de là, elle est redevable, en quelque sorte, de sa manière d'appréhender ces trois capitaux et de faire en sorte qu'elle les préserve, comme elle préserve son capital financier et comme elle le reconstitue quand elle a des pertes, etc. Bon, mais je ne suis pas économiste, donc je dis ça à ma manière. Hein. Donc, qu'est-ce que nous dit la comptabilité écologique? Elle nous dit qu'il faut prendre en compte ce qui doit être préservé, et l'entreprise doit donc, je dis l'entreprise parce que c'est plus facile de traiter de l'entreprise, c'est plus simple pour tout le monde, mais c'est valable pour n'importe quelle organisation. Si elle elle doit être responsable de son activité envers le capital humain, le capital naturel, et donc à l'égal de son capital financier. Elle doit être comptable, c'est-à-dire comprendre en quoi est redevable son organisation, la manière dont elle la gère, à l'égard des territoires de vie avec lesquels elle interagit, et choisir le cadre d'interprétation des actions de préservation de ces capitaux. Alors c'est très important parce que l'entreprise va choisir, en fin de compte, la manière, en fonction de son activité, en fonction de ce qu'elle est, va choisir la manière dont elle va agir pour faire que ces actions aient un moindre impact ou un impact positif, parce qu'on peut avoir aussi un impact positif, sur son environnement. Donc, compter, c'est utiliser des règles de calcul formelles pour identifier, suivre, mesurer les effets des actions engagées. Donc, bien sûr, il ne suffit pas de dire « je fais ça », il faut aussi pouvoir le mesurer, le suivre et l'évaluer. C'est-à-dire qu'on n'est pas simplement dans du greenwashing. On est vraiment dans des actions dont on prend la responsabilité et dont on rend compte. Et on doit rendre compte à la collectivité et pour que ça ait une véritable efficacité. Rendre compte, c'est donc donner à voir de manière claire
la façon dont l'organisation prend en charge ses dettes. C'est en quelque sorte, évidemment, une dette qu'elle va avoir envers ces différentes entités qui sont les trois capitaux dont je viens de vous parler, et notamment le capital humain et le capital environnemental. Alors, sur le plan formel, les entreprises ont maintenant alors la possibilité d'établir une comptabilité extra-financière qui lui permet justement d'agir et c'est une sorte de comptabilité analytique qu'elle met, qu'elle met dans son organisation, dans sa gestion, mais qui n'est pas intégrée pour l'instant dans la comptabilité traditionnelle, parce que la comptabilité traditionnelle reste sur des normes classiques, j'appelle classiques, et donc c'est une comptabilité encore à côté. C'est pour cette raison qu'on l'appelle extra-financière. Mais c'est une comptabilité qui tend à devenir une comptabilité intégrée, c'est-à-dire vraiment faisant partie intégrante de la comptabilité globale de l'entreprise. Mais ça, c'est un combat important. C'est une démarche qui va prendre, je pense, un certain temps, je pense quand même, mais c'est probablement la comptabilité de demain, parce que nous ne pouvons pas continuer à avoir, aussi bien au niveau de la comptabilité nationale que des entreprises, une comptabilité uniquement financière. Ça, c'est absolument insupportable. Et justement, si nous voulons aller vers une transformation et à inverser des phénomènes lourds tels que je vous les ai un peu exposés rapidement à travers les limites planétaires, certaines seront irréversibles, bien entendu, mais elles doivent être limitées au maximum. Et c'est la raison pour laquelle je pense que la comptabilité extra-financière doit devenir la nouvelle comptabilité, et je souhaite pouvoir l'avoir d'ici quelque temps, en tout cas avant que je meure. Ben oui, parce que comme je suis plus toute jeune, je me dis que si ça prend autant de temps que ce que j'ai déjà eu comme expérience passée sur la question écologique, je me dis qu'effectivement, j'ai peu de chances de le voir. Mais bon, je pense quand même qu'il y a des indicateurs, il y a des... alors là, je vais reprendre ma casquette peut-être un peu prospectiviste, mais il y a quelques tendances... et quelques signaux qui nous font penser que c'est possible. Et de toute manière, la comptabilité, c'est une action humaine, et comme toute action humaine, elle n'est pas irréversible, elle peut se transformer et elle peut évoluer. Voilà, merci, et je serais ravie d'essayer de répondre à vos questions. Et je laisse la parole à mon collègue. J'espère que je n'ai pas trop débordé. Non, c'est pas du tout. J'avais simplement, avant l'intervention d'Harold, je voulais simplement vous poser une question. Est-ce que vous aviez lu le rapport de Patrick Vivray à l'époque, Reconsidérer la richesse? Oui, bien sûr. Je connais bien Patrick en plus. C'est intéressant parce que lui, c'est un fonctionnaire de la Cour des comptes. Et donc, il a fait un rapport pour le ministre de l'économie sociale et solidaire. C'était début des années 2000, fin des années 90, ouais. Oui. Ça s'appelle Reconsidérer la richesse. Comment on évalue la valeur. C'est-à-dire à partir du moment où on a une comptabilité nationale, je parlais de l'administration publique nationale, où il y a une différenciation du ratio coût-nuisance. Je prends un exemple, vous avez une marée noire à la Mococadis en 78, eh ben ça fait travailler plein de gens. 78. Bah oui, c'est ça le problème. Oui. À Mococadis 78. C'est-à-dire, vous intégrez, par exemple, vous avez une marée noire,
Eh ben, la marée noire, elle n'est pas qu'une nuisance, elle est aussi productrice de valeur. Elle fait travailler des marins-pompiers, elle fait travailler des tissus associatifs de dépollution, qui ont des missions de dépollution, donc ça produit aussi de la richesse. Et donc, il y avait une indifférenciation, on peut avoir la même chose. Par exemple, vous avez, là, il y a l'histoire du glyphosate là, avec l'Union européenne. Bah, vous allez dire, il y a des gens beaucoup d'agriculteurs qui ont des maladies professionnelles contractées à cause de l'usage régulier du glyphosate. Oui, mais en même temps, il y a des gens dans la comptabilité nationale, ça va paraître, oui, mais en même temps, il y a des prestataires de santé qui les aident. Il y a des prises médicamenteuses pour surmonter ces pathologies. Donc ça fait aussi de la valeur. Et c'est ça qu'essayait de recadrer Patrick Vivray en disant, mais il va falloir qu'on change nos critères d'évaluation. Et les indicateurs de richesse. Les indicateurs de richesse, par oui. Cadret Tout à fait, oui. Ça, il y avait le PNUD aussi à l'ONU, des choses comme ça. On disait, par exemple, si la richesse, c'est uniquement le PIB, à ce moment-là, le niveau d'éducation aux États-Unis, le niveau d'éducation au Bangladesh, le niveau d'éducation en Tunisie, il y a des choses qu'on ne veut pas évaluer en termes d'indicateurs de performance sociétale. Et ça, c'est très intéressant, effectivement. Voilà. Oui, il n'y a pas de souci. Bon, alors je vais me lever. J'ai une table qui est petite, mais comme ça, je verrai un peu plus le public. Donc oui, je vais faire une présentation sur la financiarisation de la nature. Elle a été discutée donc il y a quelques semaines déjà dans la même arène. Et merci de m'inviter à poursuivre cette discussion autour de ce sujet. Alors moi, le parti pris que j'ai adopté ici, c'est d'essayer de montrer que cette financiarisation, elle se décline et se conjugue de différentes manières. Les travaux que j'ai pu faire sur ce sujet ont été notamment menés avec un de mes collègues, Antoine Mismer, avec qui donc, on a publié le livre dont vous avez eu la gentillesse de parler à l'instant, qui était donc l'économie face à la nature. Et c'était un travail qu'on a donc lancé parce qu'il y avait beaucoup de publications il y a, je dirais, une dizaine d'années, un petit peu plus, mais voilà, pour dire les choses simplement, autour de 2010, qui portaient sur une critique en fait d'une mise en économie de la nature, donc qui nous semblait justifiée, mais qui pouvait peut-être appeler à des nuances, parce que la plupart des ouvrages en question étaient vraiment, je dirais, unidirectionnels, dans le sens où il n'y avait que ce mouvement profond d'une mise en économie de la nature, avec un côté peut-être un peu trop déterministe de notre point de vue. Et donc on a cherché à regarder ce qui pouvait exister sur ce sujet dans le temps long. Alors on a fait quelques publications sur le sujet, voilà, qui sont à la base de ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Les hypothèses que je vais discuter dans cette présentation aujourd'hui, c'est le fait que, certes, voilà, on a une mise en économie de la nature qui est indéniable, qui se décline dans le monde de l'agriculture, dans les parcs naturels, dans des mécanismes de compensation dont on va discuter un petit peu tout à l'heure. Pour autant, il y a aussi des signaux faibles qui nous montrent que on a des formes d'écologisation de l'économie aujourd'hui. C'est un premier élément. Un deuxième élément, c'est que cette mise en économie de la nature là, qui est fortement critiquée, elle n'est pas du tout nouvelle en fait. Elle est vraiment liée à l'histoire de l'humanité et pas forcément uniquement au développement capitaliste plus récent. Ça a accentué clairement, mais ça n'est pas l'origine. Voilà. Et donc c'est intéressant d'aller regarder ça parce qu'on a trouvé des choses où on se dit que investir sur ces changements qui touchent vraiment aux institutions capitalistes, aussi bien la propriété privée que la comptabilité écologique qui vient d'être évoquée, ou les formes de marché, vous voyez, donc des éléments qui fondent vraiment les piliers du capitalisme, eh bien en fait, sur ces différents piliers, finalement, il y a des fissures qui apparaissent et où l'écologie peut se glisser. Alors déjà, pour définir ce qu'on appelle la financiarisation, finalement, c'est un processus qui n'est pas aussi simple qu'il peut paraître. Parfois, on a pu lire que le simple fait d'utiliser un lexique économie, alors
dans le champ du vivant, on parle de services écosystémiques par exemple, eh bien on a eu des conclusions un peu hâtives sur le fait que tout de suite on était dans la financiarisation de la nature. Ça, c'est des choses qu'on avait plutôt tendance à considérer comme un peu trop faciles, parce qu'il y a en fait beaucoup d'étapes avant d'arriver vraiment à la financiarisation de la nature. Si on voulait le dire simplement, une financiarisation de la nature, c'est une titrisation de la nature que l'on pourrait mettre dans des fonds qui circuleraient, en fait, on n'aurait plus aucune matérialité, vous voyez, hein. Donc c'est un des gros problèmes de la finance, hein, c'est qu'on ne sait plus ce qu'on échange, en fait, et eh bien, évidemment, si on en arrivait là, ce serait quelque chose qui serait assez terrible pour la nature. Pour autant, il y a beaucoup d'étapes avant celle-là. Le fait d'utiliser un lexique économique, le fait d'avoir une vision utilitariste, le fait d'utiliser des équivalences monétaires, le fait de privatiser la nature, de la marchandiser ou de la financiariser. Et en fait, pour en arriver au bout, je dirais, il faut passer à chacune de ces étapes. Alors, je vais prendre quelques éléments. Maintenant, je pense que je vais sûrement pas réussir à aller jusqu'au bout de mon récit, parce que j'ai été un peu ambitieux, je pense, dans le contenu. Mais le fait qu'on utilise un lexique économique appliqué à la nature, c'est pas du tout nouveau. On a notamment, depuis les Lumières, hein, cette tendance forte à faire le lien explicite entre économie et nature. Et l'écologie elle-même, hein, qui a été inventée par Ernst Haeckel au milieu du 19e siècle, eh bien, en fait, qualifiait l'écologie comme l'économie de la nature. On avait d'autres termes auparavant, comme l'économie rustique, qui pourrait correspondre à une science de la connaissance des fonctions écologiques utiles à l'être humain. Et puis, plus récemment, eh bien, on a les services écosystémiques dont j'ai parlé, avec Paul Ehrlich et Harold Mooney, qui ont développé cette idée qu'on pouvait avoir une classification de la nature sur la base des fonctions qu'elle rend. Alors, je mentionne 3 ouvrages qui permettent de qualifier un peu cette histoire. Flora Economica, qui est publié en 1786 par Elias Aspelin, qui en fait propose une classification des plantes du point de vue de leur utilité pour l'être humain. C'est tout à fait dans l'esprit des travaux de Buffon et de Linné, qui étaient des naturalistes très orientés vers la production de plantes utiles au bien-être humain. Une centaine d'années plus tard, on a la division d'ornithologie économique qui apparaît au ministère de l'Agriculture américain, qui est assez intéressant, parce qu'à cette époque, le ministère de l'Agriculture, c'est comme imaginer aujourd'hui que dans le ministère de l'Agriculture français, on aurait une division dédiée à la compréhension du fonctionnement des oiseaux pour aider les agriculteurs. Ça paraît très moderne, en fait, ça a existé, donc comme je le disais, au 19e siècle, et puis ça s'est éteint au tout début du 20e. À cette époque, on a essayé donc de classer les oiseaux selon qu'ils pouvaient être des régulateurs de nuisibles pour les cultures, et on a essayé de convaincre, donc les agents de l'administration d'agriculture ont essayé de convaincre les agriculteurs d'utiliser les oiseaux pour cela. Et donc il s'agissait de restaurer des talus, de mettre des zones humides, etc., pour attirer ces oiseaux qui augmenteraient les rendements. Enfin, une centaine d'années plus tard, de nouveau, on a cette idée de service écosystémique qui, là, ne s'intéresse plus aux plantes, ni aux animaux, mais vraiment aux entités naturelles dans leur ensemble, et particulièrement aux écosystèmes, parce que les écosystèmes filtrent l'eau, purifient l'air, recyclent les déchets organiques, participent à la pollinisation. Bref, toutes ces fonctions offre évidemment des opportunités très importantes pour l'économie. Et donc on voit une histoire de la classification de la nature, une histoire de la classification économique de la nature. Mais ce qui est intéressant de constater, c'est qu'on aurait plutôt aujourd'hui, ça c'est un schéma qui est issu d'une publication d'une écologue connue, Georgina Massé, qui nous dit la chose suivante: dans l'histoire contemporaine, on aurait eu une période sur la 2000-2005 où l'approche économique, donc avec l'approche par les services écosystémiques, aurait été très dominante, mais on en serait déjà sorti. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans les grandes sphères qui travaillent sur l'organisation de la lutte contre l'érosion de la biodiversité, cette idée d'avoir recours à une vision économique serait déjà passée. Alors, un élément qu'on peut évoquer pour appuyer cette hypothèse, c'est la plateforme intergouvernementale pour la biodiversité et les services écosystémiques. En fait, dans cette plateforme, il y a le mot service écosystémique qui apparaît.
Et pour autant, en fait, quand cette plateforme, qui est le GIEC de la biodiversité, quand cette plateforme a commencé à travailler, les auteurs, enfin les principaux contributeurs à cette plateforme ont voulu changer de grammaire et de lexique, et ils ont dit la chose suivante: on ne va plus utiliser la notion de service écosystémique qui est trop anthropocentrée, et puis trop occidentalo-centrée aussi, et on va la changer par les nature contribution to people, c'est-à-dire la contribution de la nature aux êtres humains, moins économique dans son contenu. Donc là, déjà, vous voyez l'idée que, en fait, il y a des allers-retours entre cette approche de l'économie de la nature. L'étape suivante, c'est aussi des basculements éthiques. Alors, les basculements éthiques, ils sont aujourd'hui considérés comme importants du point de vue de l'utilitarisme. Donc, alors l'utilitarisme, souvent, c'est considéré que en fait, tout ce qui est utile, effectivement, c'est tellement décevant d'imaginer qu'on ne puisse considérer la nature que de par son utilité, on ne peut qu'en être triste. Alors, un élément qui est intéressant, mais qui n'est pas bien connu, c'est que l'utilitarisme, au départ, n'est pas une philosophie spéciste. C'est-à-dire que l'utilitarisme de Jeremy Bentham était une éthique qui s'appliquait aussi à toutes les espèces sensibles. Ça, c'est quelque chose qui est assez méconnu et qui est je dirais assez intéressant, parce que ça montre que finalement, des penseurs, enfin c'est un philosophe moral, mais aussi un économiste, ont pu très tôt développer des concepts éthiques qui dépassaient très largement une vision anthropocentrée, étroite, centrée sur une utilité matérielle, pour considérer le bien-être d'animaux. Et la phrase connue de Bentham, c'est de dire: la question n'est pas peuvent-ils raisonner ou peuvent-ils parler, mais peuvent-ils souffrir? Donc très moderne finalement dans son propos. C'est pour ça d'ailleurs que Peter Singer, qui est la personne qui a lancé le mouvement de libération des animaux dans les années 70, au départ a construit sa pensée sur l'utilitarisme. Et ce que l'on constate, c'est que cette éthique de la nature, finalement, prend de plus en plus de place. Je vais vous donner quelques exemples. Il y a un cas qui est bien connu parce qu'on en entend souvent parler à la radio et de plus en plus dans des émissions dédiées à la protection de la nature, le cas du fleuve Te Awatupua, donc qui est un fleuve situé en Nouvelle-Zélande et qui a bénéficié du statut de personne à la fois pour ses caractéristiques biophysiques mais aussi symboliques. Et elle est défendue, enfin cet écosystème est défendu aujourd'hui devant l'administration centrale de la Nouvelle-Zélande, mais aussi au sein des populations autochtones qui ont des représentants. Voilà, dans ces populations, il y a des représentants pour défendre ce fleuve. Ça n'est pas anecdotique, on retrouve ça dans d'autres pays, notamment en Équateur et au Pérou, et en Bolivie, pardon. Avec la reconnaissance de Pachamama comme une personne aussi, un sujet de droit, et ça a des conséquences qui peuvent être majeures. En Équateur, il y a eu des décisions récentes de la Cour constitutionnelle pour interdire toute pratique d'exploitation minière dans les zones forestières, pour démanteler les exploitations préexistantes et pour restaurer le milieu à l'identique. Alors évidemment, on comprend bien que ça n'est pas possible de le restaurer à l'identique. Pour autant, c'est des décisions très fortes qui contraignent le système économique de manière significative grâce à cette reconnaissance de sujet de droit. Des choses qui peuvent parfois être aussi, je dirais, surprenantes, c'est-à-dire qu'on reconnaît à des primates le statut de sujet de droit. Ça, c'est en Argentine, où, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais l'orang-outan Sandra et le chimpanzé femelle Cecilia ont bénéficié du statut de sujet de droit et ont été libérés. Alors ça a posé des grands problèmes, évidemment, parce qu'on ne remet pas des animaux captifs comme ça dans la nature, sans quoi, évidemment, ils mourraient très vite. Donc il faut les remettre dans des réserves, etc., et avec un accompagnement. Mais c'est pour montrer que, vraiment, cette éthique qui s'accompagne de nouveaux droits pour la nature contredit quelque peu l'idée qu'on ne mettrait la nature que comme, je dirais, un bien ou un service. On ne considérerait la nature comme un bien ou un service. Alors en France,
on a un phénomène similaire qui ne va pas aussi loin. On n'est pas du tout dans cette idée de reconnaissance de sujet de droit, mais en 2016, il y a eu la reconnaissance du préjudice écologique, et dont vous avez entendu parler indirectement via le procès du siècle, ou le procès qui est mené actuellement par les mêmes acteurs contre l'État du fait de l'autorisation de l'usage de néonicotinoïdes, et donc contre finalement le respect de la loi de protection de la biodiversité. Il y a beaucoup de textes de loi qui interdisent sur le fond ces types de pratiques. Et donc là, on voit, et ça c'est au titre du préjudice écologique, de la reconnaissance du préjudice écologique, la reconnaissance du préjudice que la nature subit pour elle-même. Et ça, c'est très fort, parce qu'avant 2016, ce dont il faut se rendre compte, on a parlé des marées noires tout à l'heure, si vous enclenchiez une procédure contre un pollueur qui aurait été à l'origine de la marée noire, eh bien ça ne pouvait être au titre que du préjudice moral, du préjudice financier, éventuellement d'un préjudice physique. Et donc ça voulait dire que c'était les communes, le secteur de l'industrie du tourisme, les pêcheurs qui pouvaient aller au contentieux et qui allaient pouvoir bénéficier de réparation au titre du préjudice. Mais en aucun cas la nature. Il faut se rendre compte de ça. Et depuis 2016, ça n'est plus vrai. En France, dorénavant, les personnes, alors ce sont des personnes morales qui sont soit des agences publiques, soit des associations de protection de la nature, peuvent défendre la nature pour elle-même devant une cour de justice. C'est quand même une victoire importante parce que, en fait, les décisions de justice orientent très fortement le capitalisme. Ça, c'est quelque chose qu'un économiste comme John Commons a montré sur les droits sociaux dès le début du XXe siècle. Le capitalisme, on l'observe dans son évolution, notamment via les décisions de justice. Et alors, une petite illustration pour montrer que c'est quelque chose qui, en tout cas dans le texte, peut avoir une importance. Vous avez en vert ici le code de l'environnement. Donc, c'est le nombre de mots qui sont dans ces codes. Le code de l'environnement, il est apparu en 2000. C'est notre code le plus jeune. Et il a connu une croissance très importante, puisque aujourd'hui, alors, excusez-moi, j'ai dit, il n'est pas du tout en vert, il est en orange. C'est pas du tout intuitif, mais bon, bref. Il est en orange, et donc il était bon dernier, c'est logique, il était le plus jeune. Et en fait, il est passé au deuxième rang des codes qui organisent notre vie sociale, en fait. Donc le code de l'environnement est devenu vraiment très important. Alors le paradoxe, c'est que c'est pas parce qu'il est très riche ce code qu'il est très appliqué. Les délits dans le domaine environnemental sont ceux qui sont les moins sanctionnés. On est autour de 6-7% de sanctions. Sinon, c'est des dérogations, des arrangements. Voilà. Alors, c'est un gros sujet quand même. C'est-à-dire qu'on fait du texte pour l'environnement en France, mais on ne l'applique pas. Alors, je vais poursuivre sur la monétarisation. La monétarisation, en fait, elle n'est pas non plus très nouvelle, la monétarisation de la nature. Vous avez, au sein de la division d'ornithologie économique dont j'ai parlé tout à l'heure, eu des expériences de monétarisation de la valeur des oiseaux. Et là, c'est donc Clinton Hart Merriam qui dirigeait cette division, qui en 1885 dit la chose suivante: il y a eu 90 000 $ de subventions qui ont été donnés pour tuer 130 000 oiseaux. Selon ces calculs, ces oiseaux auraient coûté pour moins de 2 000 $ de dégâts. Et s'ils avaient été laissés en vie, ils auraient permis de produire 3,9 millions de dollars de bénéfices, qu'on appelle des services de régulation, enfin, services écosystémiques, comme je le disais tout à l'heure. Alors, ce sont des évaluations qui, finalement, ont surtout pour but de convaincre. C'est du plaidoyer pour montrer, arrêtez de dépenser des subventions à vouloir détruire la nature qui nous est utile. Bon, on est dans une vision qui est effectivement instrumentale ici, mais pour autant, elle a donné des résultats puisqu'elle a été à l'origine de textes de loi importants. Ici, je mentionne l'Lacey Act et le Migratory Bird Treaty, qui sont des textes de loi qui ont permis de mieux protéger les oiseaux aux États-Unis, au Canada. En Europe, on a la Convention sur les oiseaux utiles, qui est une convention méconnue, adoptée en 1902, et qui a protégé, c'est la première fois à une échelle internationale, les oiseaux dans 9 pays européens, parce qu'on a considéré qu'ils étaient utiles à la société. Donc, avec parfois des appuis basés sur des formes de monétarisation. Aujourd'hui, les formes de monétarisation qu'on fait ne sont pas forcément bien meilleures que celles-là, d'ailleurs.
Alors, pour autant, doit-on dire que la monétarisation est synonyme de marchandisation, de mise en économie de la nature? Pas nécessairement. Je prends un exemple, ce sont les valeurs tutélaires. Alors les valeurs tutélaires, c'est quelque chose qui n'est pas forcément bien connu dans notre pays, qui a pourtant un grand usage de ces valeurs. Les valeurs tutélaires, ce sont les valeurs que la puissance publique reconnaît à des entités non marchandes. Quand, par exemple, un grand projet d'aménagement est mené, Notre-Dame-des-Landes par exemple, vous allez avoir une justification de l'intérêt du projet sur la base de valeurs tutélaires. Parce que on va mettre en avant le fait que, certes, ça va créer de l'économie, des bénéfices financiers, etc., mais en plus, ça peut être source de bénéfices, notamment qui contribuent à donc réduire le temps des trajets, c'est une évidence. Et si je prends un autre exemple, qui est une autoroute, on va mettre en avant aussi que c'est source de moindres accidents, et donc ça permet d'avoir des économies de vie humaine. Ces vies humaines sont intégrées dans le calcul financier. Je vous le dis, c'est 3 millions d'euros, la valeur d'une vie humaine. Alors on peut être choqué de vouloir attribuer une valeur aux vies humaines. Il se trouve que, en fait, les cours de justice le font tout le temps. Quand vous avez un accident où il y a quelqu'un qui est en tort et qu'il faut indemniser les personnes qui ont subi le préjudice, évidemment, le préjudice moral est impossible à compenser. Pour autant, on va essayer de donner une valeur monétaire à la réparation. C'est une forme de pragmatisme, on va dire, qu'adoptent les cours de justice pour compenser l'incompensable, quelque part. Eh bien, dans le cadre des grands projets d'aménagement, on fait des calculs de ce type, donc avec la valeur des vies humaines, la valeur des tonnes carbone, d'autres valeurs, comme par exemple la valeur du bruit. On va différencier le coût sonore, entre guillemets, de certaines infrastructures selon qu'elles sont en zone urbaine, plus ou moins dense, etc. Donc on intègre toutes ces valeurs. Et un élément qui est important, là c'est une petite digression, mais c'est qu'on donne une valeur très importante au temps. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui on continue à construire des autoroutes, on continue à construire des lignes à grande vitesse, on continue à construire des aéroports, parce que la valeur du temps écrase toutes les autres valeurs. C'est pas parce qu'on va gagner de l'argent avec ces autoroutes, c'est même pas ça. C'est parce que le temps est surestimé. Il est calculé sur la base de la valeur des salaires que les personnes perçoivent. Et donc on multiplie par exemple 1 heure de temps gagné par le nombre de personnes qui utilisent ça et par le salaire qu'ils touchent à l'heure. Donc vous comprenez que ça fait exploser les valeurs. Et donc ça rend tout de suite utile le projet. Et c'est comme ça qu'on arrive à des déclarations d'utilité publique dont on s'interroge de l'origine, et c'est en fait des origines tout à fait techniques. Alors, comme on a des valeurs monétaires qui sont données à des entités non marchandes, on s'est dit, mais pourquoi pas le faire pour la biodiversité? Alors en 2009, il y a un exercice qui est tenté au sein du Centre d'analyse stratégique, qui est aujourd'hui France Stratégie, anciennement le commissariat au plan, c'est-à-dire le service rattaché à Matignon qui a pour objectif de travailler sur la planification. Et donc, une tentative est faite. Alors moi, j'ai participé à cet exercice avec un regard assez critique, mais j'étais jeune et ça m'intéressait d'observer tout ça en direct. Et le constat qu'on a fait au bout d'1 an de travail, alors c'est pas 1 an à plein temps, on se retrouvait 1 fois par mois pour discuter de tout ça, c'est que finalement, on était dans l'incapacité de produire des valeurs pour la plupart des écosystèmes. Une vague estimation a été produite pour les forêts, très incomplète, puisque ici, on ne va pas prendre en compte la protection contre l'érosion et contre les crues, alors qu'on comprend bien que les forêts ont une valeur très importante pour ce type de service, ni la biodiversité, par exemple, ni d'autres services de régulation, etc., etc. Bref, c'est très partiel. On a quelques valeurs qui ont été relevées. Alors, la valeur, par exemple, du bois sur pied, et il faut être honnête, aujourd'hui, une forêt est évaluée sur la base des revenus générés par le bois sur pied. Donc c'est une aberration, une forêt génère tellement d'autres bénéfices que simplement sa valeur de bois sur pied. Donc il y avait un intérêt à ajouter des valeurs, mais le problème c'est qu'on est dans une tension entre d'un côté cette volonté de faire vivre et de faire apparaître ces valeurs, et de l'autre côté le constat qu'on ne les retrouve pas en fait. Même quand on essaye de les collecter à des échelles larges, on ne va pas les retrouver. Bref, une grande déception, puisque à la fin finalement le total c'est des bénéfices estimés à 970 € par hectare et par an.
donc plus que nos 75 € pour le bois. Mais finalement, est-ce que c'est beaucoup ? Eh bien non, en fait, ça n'est pas beaucoup, parce que quand vous utilisez cette valeur pour estimer combien votre capital vaut, vous en arrivez à une estimation qui est autour de 30 000 € par hectare. 30 000 € par hectare, si vous mettez ça en balance avec un projet d'aménagement de type autoroutier, zone d'activité commerciale ou lotissement, évidemment, votre aménageur sera très content de payer les 30 000 € par hectare pour être exonéré de toute poursuite. Donc, c'est en fait quelque chose qui a été finalement contre-productif. Alors, sur la base de cet échec et de ceux qui ont suivi, la conclusion du centre d'analyse stratégique à l'époque, c'était de dire qu'il ne fallait pas viser à une monétarisation de la nature sur la base classique de valeurs marchandes ou de valeurs estimées de manière indirecte, mais s'appuyer sur, finalement, ce qu'on appelle la séquence éviter, réduire, compenser, qui, elle, ne renvoie pas à l'évaluation socio-économique, mais à l'étude d'impact que doit faire n'importe quel projet d'aménagement. Et donc, il est intéressant de voir que les économistes ont reconnu une sorte d'incapacité à produire une valeur monétaire et renvoient la balle, finalement, dans le camp des écologues en disant « faites-nous l'évaluation de combien ça va coûter d'éviter, de réduire et de compenser, et c'est ça qu'on prendra en compte comme estimation. » Alors, là, je rebondis un tout petit peu sur ce qui a été dit précédemment. En fait, aujourd'hui, de fait, on a un mouvement vers une estimation économique de la nature qui n'est plus basée sur des équivalences au sens des prix de marché ou des valeurs financières, mais sur la base d'équivalences écologiques, c'est-à-dire qu'on va faire une comptabilité écologique en termes biophysiques, et on va évaluer quel est le coût de maintien de certaines entités écologiques dans leur état. Alors ça amène à plein de questions, de quel état parle-t-on, quel est le référentiel historique, quelles entités naturelles on va mettre dans la balance, etc., etc. Pour autant, nous, en tant qu'économistes, on fait le constat que ça marche pas parfaitement, mais ça marche beaucoup mieux que de vouloir attribuer des valeurs financières à la nature pour des raisons techniques que je viens d'évoquer à l'instant, mais aussi évidemment pour des raisons éthiques. Alors, je vais pas tarder à arrêter. Je vais parler un tout petit peu de privatisation maintenant, puisque c'est privatisation et marchandisation qui me manquent encore. Mais bon, la privatisation, c'est pas quelque chose non plus de nouveau. En fait, la privatisation de la nature et l'appropriation privée, tout simplement de la nature, c'est apparu en même temps que l'agriculture. L'agriculture, quelque part, a été possible parce qu'on a créé de la propriété. Si vous n'avez pas de propriété, en fait, qui aurait investi dans le fait de semer à une date T pour récolter 6 mois plus tard sans avoir la garantie qu'on puisse conserver ça? Alors, ce n'était pas de la propriété privée, c'était plutôt des choses qui étaient gérées communautairement. Et la propriété privée est apparue bien après, notamment grâce au droit romain. Mais pour autant, ces systèmes d'appropriation sont apparus en même temps que l'agriculture et se sont complexifiés après. Alors, pour autant, les versions récentes de cette, enfin disons plus récentes de cette privatisation, elles sont à chercher au siècle des Lumières, du XVIIe au XIXe siècle. Alors il y a un historien qui a travaillé sur ce sujet, je vais retrouver son nom, mais je ne l'ai plus là tout de suite, qui nous montre que notamment les dynamiques d'assèchement des zones humides s'accompagnaient de privatisation de ces zones humides, en négligeant complètement tous les petits usages qui en fait faisaient vivre des centaines de personnes, mais qui n'étaient pas visibles parce que justement ça n'était pas des activités considérées comme productives au sens notamment des physiocrates de l'époque. C'est-à-dire, on ne bonifiait pas la nature en la laissant comme ça sauvage. D'ailleurs, les naturalistes comme Buffon étaient tout à fait d'accord avec ça. Il y a des textes de Buffon qui sont édifiants sur sa vision de la nature, qui doit être un jardin, en fait. Et donc, on est arrivé à mettre en place des avantages fiscaux massifs à cette époque, sous la période de la royauté, mais ensuite, avec les républicains, c'était la même chose,
et à vraiment privatiser de plus en plus de surface pendant cette période, jusqu'à très récemment, puisque ça s'est poursuivi tout au long du 19e. Etc. Alors, pour autant, je veux montrer maintenant qu'il y a des effets de sortie aujourd'hui, de sortie de cette privatisation. Un exemple que j'évoque souvent et que je trouve assez intéressant, c'est le fait que dans le bio, on a réussi à faire valoir qu'on pouvait dorénavant sortir des semences des catalogues des grands semenciers. Ça, c'est quand même un des faits du XXe siècle, d'avoir réussi à privatiser les semences. Il y a plein de travaux là-dessus, et qui ont été jusqu'à interdire le fait qu'on puisse échanger des semences rustiques, qu'on ne puisse plus avoir de propriété sur des semences rustiques, parce que c'était hors la loi. Et donc, en fait, un des éléments intéressants, c'est qu'on a remis dans le domaine commun ces semences rustiques grâce à la dernière loi de 2021, la dernière réglementation sur le bio. Un autre élément que je trouve intéressant, et puis je m'arrêterai là, je pense, parce qu'après ça va être trop long, c'est le fait qu'on ait recours à ce qu'on appelle des servitudes de conservation dans un nombre croissant de pays. Ce sont quoi les servitudes de conservation? C'est le fait de pouvoir mettre sur un terrain privé, alors on appelle ça démembrer le droit privé, le démembrer au profit de la nature. Et on va donc interdire sur une parcelle donnée le fait qu'on puisse construire, qu'on puisse utiliser des intrants de synthèse, qu'on puisse chasser, ou toute autre chose qui peut avoir des impacts sur la biodiversité. Et cette servitude de conservation va survivre à tous les propriétaires. C'est-à-dire que si vous vendez votre terrain, le propriétaire suivant devra respecter ces mêmes obligations. Ça inscrit dans le long terme des systèmes de protection qui sont issus du droit contractuel, et une tierce partie doit être garante du respect de ces servitudes. Aux États-Unis, où ils ont mis en place des systèmes d'incitation fiscale fortes sur ce sujet, on est autour de 100 000 km² qui sont couverts par ces servitudes de conservation en tension dans l'est du pays et dans l'ouest. Donc ce n'est pas dans le Middle West où il y a... Voilà, c'est vraiment sur des zones en tension. En France, on a un outil similaire qui est l'obligation réelle environnementale qui a été adoptée en 2016, qui n'est pas tellement utilisé parce qu'en fait, l'État français n'a pas voulu mettre en place de système fiscal qui puisse inciter à adopter ces dispositifs, alors que c'était dans la loi de 2016, il aurait dû le faire, mais il n'a pas fait. Voilà, bon, je m'arrête là, et désolé d'avoir un peu dépassé, j'ai mal calculé mon temps. Merci beaucoup déjà pour vos présentations. Moi, j'ai une petite question sur la quantification. Donc, j'imagine que pour monétariser la nature, il faut pouvoir la quantifier. Comment est-ce qu'on quantifie la nature et plus particulièrement, comment est-ce qu'on quantifierait par exemple la biodiversité? On prend encore une ou deux questions? Comme ça, on en prend un. Oui? Donc, comment on quantifie la biodiversité? C'était ça, hein? Oui. Merci à vous deux pour cette présentation. En vrai, j'ai beaucoup de questions, mais je pense qu'il y en a d'autres qui en ont, donc je vais en prendre qu'une. Juste d'abord pour sur l'un des derniers points que vous avez évoqué à l'instant, sur cette fin de règle, la fin en fait de cette mise hors la loi de ces échanges de semences non inscrits dans le catalogue réglementaire. Donc en 2021, je n'avais pas entendu parler de cette évolution de la législation. La question, donc c'est sur le bio, mais la question qui me venait à l'esprit, c'est que donc ça veut dire que si on fait du bio, on peut échanger des semences. Est-ce que c'est vrai aussi pour les autres types de pratiques agricoles? Et sinon, est-ce que ça veut dire que ceux qui ne peuvent, les agriculteurs qui ne peuvent remplir en fait les critères de labellisation en agriculture biologique restent finalement dépendants des industries des semences, enfin des grosses entreprises des semences, dont certains noms font quand même assez peur à entendre. Merci.
dernière, et puis après on va... Bonsoir. J'ai été intéressé par la diapo où vous exposiez, monsieur, votre participation aux travaux du Conseil d'analyse économique, et lequel a fait une espèce de constat d'échec, si j'ai bien compris, et je me demandais si ce constat d'échec n'était pas une approbation de l'avis de Jean-Marie Haribey, qui a écrit un bouquin dont vous avez montré la couverture et qui s'intitule « La nature n'a pas de prix ». Deuxièmement, il y avait aussi ce que vous avez montré sur l'inflation du code de l'environnement, et inflation qui est corrélative avec son absence d'application. Donc la question c'est, ça sert à quoi de faire des lois vachement bien si on ne se donne pas les moyens de les appliquer, et si on ne se donne pas les moyens de sanctionner les infractions qu'on commet. Voilà, j'ai fini. Bon, on va arrêter là pour le moment. Parce que là, ça fait 4. Hein. Ça fait 4. Ça fait alors quantification de la biodiversité, si je me souviens bien. 2, est-ce que les non-bio, ils peuvent faire de la libre transmission des semences natives, je crois. 3, Haribey. Et 4, bon, voilà, enfin, c'est... Alors, c'est plutôt pour Harold, là. Hein. Mais... je vais prendre dans l'ordre. Sur effectivement, et ça renvoie d'ailleurs à une autre question, mais sur la monétarisation qui nécessite en amont de travailler sur la mesure de la biodiversité, c'est un gros sujet parce que soit on se concentre sur vraiment ce qu'est l'essence de la biodiversité, c'est-à-dire la diversité. Et donc en fait on a des milliers d'espèces sur différents niveaux taxonomiques. Et il est évidemment illusoire, d'en faire en réalité l'inventaire. C'est-à-dire qu'on connaît très mal en fait la biodiversité, on connaît bien les mammifères, les oiseaux. Et puis après, en fait, on ne connaît pas bien des pans entiers du vivant, quoi. Donc c'est extrêmement difficile, voire impossible, de proposer une classification qui derrière pourrait renvoyer à des formes de monétarisation. Alors, pour autant, moi, mon point, des fois, c'est de dire il y a des choses qu'on ne sait pas décrire dans leur fonctionnement détaillé, mais qui s'avèrent être, de fait, productrices de bien-être. Si on prend dans une ville, pour moi, ce n'est pas choquant de parler de la dimension utilitaire de la nature. C'est tellement évident qu'on ne peut pas considérer la nature uniquement pour elle-même dans une ville, parce qu'en fait, ça va fournir des îlots de fraîcheur pour les personnes, ça va vraiment apporter du bien-être à la qualité de vie de milliers de personnes. Donc, voilà, il n'y a pas de problème à dire que c'est important, que ça a une valeur énorme. Par contre, en fait, la monétarisation, on s'en fiche en réalité. C'est ça le point, c'est reconnaître à la nature qu'elle fournit beaucoup de bénéfices aux populations humaines, qu'on peut évaluer ces bénéfices en termes biophysiques, c'est-à-dire que, effectivement, si vous mettez des îlots de fraîcheur grâce à la nature en ville, peut-être qu'il y aura une moindre morbidité, peut-être qu'il y aura une meilleure qualité de vie, etc. Et ça, c'est des choses qu'on peut qualifier, hein, sans problème. C'est la même chose pour la manière dont des sols limitent des forêts limitent l'érosion des sols ou filtrent l'eau, etc. Et ça, c'est des choses qu'on peut mesurer. Et déjà, ça, on ne le mesure pas. Alors ça, pour le coup, on sait à peu près le faire. Donc, ma réponse à votre question, c'est de dire que c'est utopique de vouloir, de toute façon, proposer des évaluations qui auraient un sens relativement exhaustif et qui pourraient après se traduire en termes monétaires. Mais il faut regarder un petit peu au cas par cas quand même, quoi. C'est-à-dire, c'est un peu le principe de la biodiversité, c'est que par rapport au carbone ou des choses comme ça qui sont totalement inertes et similaires où qu'on se trouve dans le monde, eh bien, la biodiversité, c'est pas vrai, quoi. C'est très lié à des histoires qui sont écologiques, des histoires qui sont sociales, des histoires qui sont économiques.
ce que j'essayais de montrer un petit peu. Donc voilà. La deuxième question, elle portait sur les biosemences. Ouais, les semences en bio. Une loi aussi pour les non-bio, de libre circulation des semences natives en 2017, une loi de biodiversité. Alors, en fait, ce truc des semences pour le bio, c'est particulièrement problématique par rapport au conventionnel, parce que le bio, il doit pouvoir avoir recours à des semences qui sont rustiques, qui sont beaucoup plus résistantes à des aléas, parce que justement, il n'y a pas de traitement possible. Donc, ça a été un élément qui a été de toute façon adopté par les agriculteurs bio, même avant que l'autorisation soit donnée, hein, c'est-à-dire qu'ils s'en fichaient en fait. Simplement, le fait qu'institutionnellement on reconnaisse le fait que les catalogues ne soient pas l'alpha et l'oméga de l'agriculture, ça c'est quand même un point important. Et après, effectivement, vous avez raison, c'est-à-dire qu'on se dit, mais pourquoi les autres agriculteurs ne pourraient pas en fait y avoir droit? Bon, je pense que ce qui a été reconnu, c'est voilà, le caractère essentiel pour un agriculteur bio d'avoir accès à ces semences dans un système qui soit élargi, et que donc ça créait des menaces sur la viabilité économique en fait. Hein, voilà. Bon, voilà. Donc, mais c'est un gros sujet, hein, les semences de toute façon. Alors ensuite, sur oui, le fait que la nature n'a pas de prix. Alors oui, alors d'un côté, la nature n'a pas de prix, ça c'est une évidence parce que justement, il n'y a pas de marché de la nature. Et en même temps, j'ai envie de dire, il y a plein de marchés de la nature. Par exemple, tout ce qui est lié à l'agrobiodiversité, généralement, passe par des marchés. Si vous consommez bio, le contenu de vos produits, le contenu écologique de votre produit n'a rien à voir avec un élément conventionnel. Alors, j'insiste sur le bio, et ce n'est pas la panacée, mais c'est quand même un label dans lequel on trouve du bien-être animal, on trouve une obligation de non-usage de phyto de synthèse, pas non plus d'antibiotiques à titre préventif, des choses quand même qui significativement représentent des gros problèmes dans le conventionnel aujourd'hui. Et comme le bio, en plus, se passe de tous ces éléments, en fait, il doit avoir recours à la nature tout le temps. On est obligé de remettre des talus, on est obligé de faire des rotations, on est obligé de faire du couplage, élevage, culture, on est obligé en fait de repenser la diversité. Et les agriculteurs bio sont sur leur exploitation tout le temps pour travailler et apprendre des échecs qu'ils vivent, parce que c'est tous les jours quand même des complications. Et il y a d'ailleurs un phénomène d'apprentissage tout à fait passionnant à étudier dans le monde bio. Parce que voilà, ça crée vraiment des nouvelles opportunités. Et donc c'est pour ça que quand je dis la nature n'a pas un prix, n'a pas de prix, en même temps, quand vous payez 20% plus cher ou 30% plus cher, c'est pas pour rien. Vous payez pour des changements dans les pressions. Donc la biodiversité en tant que telle, directement, elle n'a pas de prix. Par contre, les pressions qui s'exercent sur elle, ça, elle en a. Parce que c'est justement parce qu'elle a des prix dans le monde marchand, parce que ces pressions ont des prix dans le monde marchand, que le monde non marchand subit tous les effets collatéraux. Hein. Donc réussir à certains endroits à changer des systèmes de prix pour arrêter des aberrations dans le domaine agricole évidemment, mais aussi peut-être dans le domaine du transport, dans certains secteurs qui directement après ont des impacts sur la biodiversité, ça peut jouer. Voilà. Ensuite, il y avait le... Oui, donc ça c'était un petit peu sur la même chose. Hein, oui, voilà. C'est un échec. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ça a été un échec qui a été vécu aussi bien par les économistes qui s'intéressaient à la biodiversité, qui étaient dans ce groupe, puisqu'ils pensaient, s'intéressant à la biodiversité, que c'était quelque chose pour lequel on allait révéler des valeurs très élevées. Mais les associations de protection de la nature ont aussi été évidemment extrêmement déçues, parce qu'elles pensaient, elles aussi, qu'on allait atteindre des montants très élevés. Donc en fait, c'était aussi une forme de prise de conscience que rentrer dans ce jeu de vouloir monétariser la nature, mais en fait, on allait peut-être se prendre les pieds dans le tapis, quoi. C'est-à-dire qu'il n'est pas dit que, effectivement, dans des zones rurales, les gens préfèrent avoir une médiathèque, ils préfèrent une médiathèque plutôt que d'avoir de la biodiversité. Et pourquoi pas ? Enfin, je veux dire, on n'a pas à juger de ça. La question simplement, c'est, en fait, est-ce que ça a du sens de comparer monétairement
et de considérer les choses comme substituables. Non, pas du tout. Je pense que peut-être un des mérites de ces exercices qui ont lieu, pas que en France, un peu partout, c'est d'abandonner cette illusion d'une valeur unique pour faire des arbitrages, comme l'économie prétend le faire, et qui conduit quelque part à une uniformisation à la fois des valeurs, mais aussi, je dirais, des débats. C'est-à-dire que quand vous n'avez qu'un seul indicateur pour trancher, la qualité des débats, des controverses, elle est faible. En revanche, si vous avez une diversité d'indicateurs qui convient à une diversité de systèmes de valeurs, eh bien, vous allez avoir une qualité de débat sur un sujet, que ce soit l'aménagement, que ce soit la mise en place de nouvelles filières ou des accidents industriels. Bon, on va pouvoir faire valoir des choses qui sont d'ordre très différent, quoi. Donc oui, voilà. Moi, ma réponse, c'est le multicritère quand même. C'est quelque chose qui offre une alternative beaucoup plus intéressante. Et je crois qu'il y avait un dernier truc. Ah oui. Ouais, c'est pour ça. C'était les codes de l'environnement, mais pas de contentieux. Alors là, c'est absolument. Ça, c'est quelque chose qui est important. Alors, votre question, elle était sous un angle, mais en fait, ça sert à rien. Alors, c'est pas si vrai que ça ne sert à rien. C'est premièrement, ça permet de prendre conscience du niveau absolument catastrophique de la connaissance de la haute administration en matière de protection de la nature. C'est-à-dire que les préfets et les préfètes ne connaissent rien, mais rien à la biodiversité, à la nature, à l'écologie. Et ça, c'est plus possible, en fait, parce que c'est eux qui prennent les décisions d'arbitrage. Donc il faut, à un moment donné, qu'ils comprennent sur quoi ils sont en train d'arbitrer. Et c'est eux qui donnent des autorisations illégales. Tous les jours, des autorisations illégales d'aménagement ou de retenue d'eau, pour coller à l'actualité, sont données. Donc vous avez sans doute lu ou entendu que la décision du préfet des 15 retenues d'eau méga-bassines a été cassée par une décision de justice. Et ça, c'est le quotidien de l'érosion de la biodiversité. Une fois qu'on a dit ça, donc déjà, c'est quand même une prise de conscience de cette chose-là. Et derrière, ça ouvre la place quand même à faire du contentieux. En fait, aujourd'hui, si vous faites du contentieux contre des décisions administratives illégales, vous êtes sûr de gagner. Parce qu'en fait, c'est grossier le niveau de différence entre ce que dit la loi et ce que décident aujourd'hui, notamment donc, les préfets et les préfètes. Donc il y a de plus en plus de contentieux, et à un moment donné, c'est un peu humiliant quand même pour un préfet de se voir casser comme ça des décisions. Il autorise 15 méga-bassines. Bon, je ne me rends pas compte, mais enfin, il ne faudrait pas que ça arrive trop souvent, sans quoi, à un moment donné, la crédibilité même, et pour les différentes parties d'ailleurs, il ne s'agit pas non plus que du... C'est-à-dire que même pour les agriculteurs, je pense que le préfet ou la préfète ne doit pas être dans une situation très confortable. Donc je pense que toute cette grammaire environnementale qu'on a fait rentrer dans du code qui est opposable, c'est quand même quelque chose dont on peut s'emparer. Dont les juges s'emparent aujourd'hui. Justement, au passage, en avril dernier, on avait invité les porte-parole des bassines, ou des bassines non merci, et justement, il y avait justement Jean-Jacques Guillet, le co-porte-parole, puis une hydrologue. Leur argumentation était simplement scientifique. C'est-à-dire, c'est des spécialistes de l'hydrologie des sols des Deux-Sèvres. Leur argumentaire n'est pas un argumentaire idéologique, c'est un argumentaire de dire c'est un modèle qui n'a pas, de fondement, ne serait-ce que de fondement agroécologique, hydrologique, etc., par rapport à la réalité des bassins hydriques des Deux-Sèvres. C'est tout. Et pour nous, c'est une fausse bonne solution. Ça, c'était très intéressant, c'était en avril dernier. Alors, avant de reprendre peut-être une réaction ou un rebond, peut-être, Francine, si vous souhaitez, ou avant de reprendre d'autres questions. Je voulais simplement dire que, justement, par rapport à la question de la comptabilité écologique, c'est très, très important de se référer au code de l'environnement, code du travail, bien entendu, c'est aussi important. Et ça permet aussi aux juges de pouvoir statuer avec des éléments solides. Et c'est pour ça que, bien sûr, quand on lit les codes les plus anciens, on est envahi par toutes les modifications d'ailleurs qui sont intervenues. Mais ce qui est intéressant, c'est de lire la jurisprudence qui a permis derrière aux juges
de condamner ou de justifier. Eh bien, c'est ça qu'il faut lire. Et là, on a encore un code nouveau, le code de l'environnement, c'est le plus récent. Avant, c'était le code de l'éducation, je vous signale d'ailleurs. Le code de l'éducation, Jospin, code de l'environnement, c'est le 2 dernier. C'est celle qui... Mais on aura une jurisprudence, et ça va être très important pour l'avenir. Oui, alors, déjà, 1, 2, j'arrive. Et 3, on va faire 3. Merci pour votre présentation à tous les deux. J'avais une question. En partant des accords de Paris, il y a un constat, c'est qu'il faut réorienter les flux financiers au service de la transition. Et quand je prends un rapport qui est sorti en novembre dernier de Climate Policy Initiative, on voit que les AFOLU, tout ce qui est agriculture, forêt, etc., est extrêmement peu investi. Qu'est-ce que vous pensez de l'investissement dans ces forêts, dans l'agriculture, parce que ça a un fort potentiel de décarbonation. Enfin, c'est l'un des plus forts d'ailleurs parmi les secteurs. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce qu'il faut investir dans les actifs naturels? Et si oui, comment s'assurer qu'on n'ait pas justement de nouveau une privatisation de cette agriculture, de ces forêts? Et une autre petite question, si c'est possible, pardon, pour rebondir sur la dernière conférence, qu'est-ce que vous pensez des futurs marchés des crédits biodiversité? Merci. On a parlé beaucoup là. Oui, c'est... Merci. Oui, bonsoir. Je vais me permettre de lancer un peu vos propos sur les préfets. Je crois que ça dépend des préfets et que ça va être le lien avec en fait ma question, c'est que c'est toute la question du développement durable et de la conciliation des enjeux économiques, sociaux, environnementaux, sociétaux. Et alors, la question justement que je voulais vous poser, mais j'étais pas à la dernière conférence, peut-être ça a été abordé, mais c'est est-ce que finalement, puisqu'aujourd'hui on est dans un régime, on peut dire capitaliste financier, est-ce que pour préserver relativement la biodiversité, enfin toute une série d'éléments importants, on a intérêt à ce qu'ils soient comptabilisés et donc à les valoriser, bon, après à aller effectivement sur des marchés comme le crédit carbone, etc. Ou est-ce qu'on considère qu'entrer dans cette logique, c'est aussi un effet boomerang de donner, c'est comme l'estimation de la vie humaine, de donner une valeur à quelque chose qui n'a pas de prix, et comment on est dans cette contradiction à la fois un peu de gérer le court terme pour essayer d'introduire, de faire prendre en compte partiellement les externalités sans marchandiser encore plus. Merci. Puis, troisième. Oui, c'est juste une remarque par rapport à l'ensemble de la discussion que Francine a placée sous la bannière du mot période anthropocène. Il y a un peu plus d'un mois, dans ces locaux à l'Académie du Climat, il y avait le salon du livre de l'écologie. Et dans la conférence introductive, Monsieur Bonneuil, qui dirige la collection Seuil Anthropocène, nous a annoncé que la collection Seuil Anthropocène était supprimée. C'est-à-dire que les éditions du Seuil vont mettre un autre mot, et en tout cas le mot Anthropocène va disparaître. Et Christophe Bonneuil nous a dit que le mot Anthropocène était tellement délicat et toujours refusé par le Comité international de stratigraphie du Quaternaire, qu'il préférait ne plus parler d'Anthropocène. Et il y a d'autres raisons pour ça. Dans un article paru dans la revue Science, il y a des astronomes belges qui ont expliqué qu'à chaque fois qu'il y a un basculement de glaciaire en interglaciaire, ça a eu lieu 17 fois, et en général, c'est toujours pour des questions
de forme de l'ellipse de la Terre autour du Soleil. Et ils expliquent, alors je parle de André Berger et Marie-France Loutre, je dis les noms parce qu'on peut retrouver tous leurs articles sur Internet. Ils expliquent que l'actuel interglaciaire, donc depuis à peu près 10 000 ans, qui s'appelle l'Holocène, cet Holocène va faire partie des Holocènes longs, et donc ça va durer 50 000 ans. Ça veut dire que pendant 50 000 ans, on reste dans l'Holocène et on n'a pas besoin pour les géologues d'inventer un nouveau terme, puisqu'on reste dans l'Holocène. Par contre, l'autre danger du mot Anthropocène, qui est une interjection de M. Crutzen, qui est un chimiste en l'an 2000. M. Crutzen, en tant que chimiste, ne connaît absolument pas les êtres humains, il ne connaît pas l'histoire humaine, et lui, il croit, en tant que chimiste, que tous les hommes sur toute la planète sont des hommes blancs avec une veste blanche de chimistes qui sortent de leur laboratoire. Il n'a aucune idée de la diversité des êtres humains. Or, les êtres humains sont extrêmement différents. Il y a au moins 7000 langues dans le monde et 90% de ces langues sont porteuses de vision du monde biocentrique, c'est-à-dire le contraire de l'anthropocentrisme qui est fréquent en Occident. Et donc, dire, comme je vous ai entendu dire tout à l'heure, c'est l'Anthropocène parce que les bouleversements, c'est la faute à l'homme. Le mot « c'est la faute à l'homme », c'est une énorme erreur. L'homme n'existe pas en tant que généralité. Les hommes sont extrêmement différents et donc on ne peut pas accuser l'homme en tant que tel. Donc le mot « anthropocène » est faux. Donc pour les géologues, on divise la période anthropocène, c'est-à-dire, eux disent holocène, donc on divise ça en âge. Ils disent qu'il y a eu le Northcripien, le Greenlandien, et qu'actuellement on est dans l'âge du Mégalaïen. Et le Mégalaïen, à cause d'une histoire de clou d'or, ça a commencé il y a 4250 ans. Donc pour le moment on en est là. Rémi Beau, qui a écrit avec Catherine Larère Penser l'Anthropocène, lui aussi, il est d'accord, il dit que désormais, il faut obéir aux géologues et dire qu'on est dans l'âge du Mégalaïen, à cause d'une trace dans l'état du Méghalaya en Inde d'un stalactite. Enfin, c'est à cause de ça qu'ils le disent. Mais moi, ce que je veux dire surtout, c'est soyons très prudents et ne faisons pas de publicité avec le mot Anthropocène. Le mot Anthropocène est une erreur de Crutzen. Il faut être prudent et restons dans le mot Holocène. Pour le moment, c'est l'avis de la Commission internationale de stratigraphie. Merci. Merci pour ces éléments de paléontoclimatologie. Mais faut voir, Francine, oui. Oui, je vais donner quelques indications. C'est vrai qu'il y a eu des débats au sein de l'Institut international de stratigraphie sur cette définition anthropocène et sur la période, mais j'ai quand même lu avec beaucoup d'attention, y compris les travaux de Bonneuil et de Fressoz. Bon, je pense que la raison pour laquelle on supprime la collection, c'est d'autres raisons sur lesquelles je ne m'étendrai pas, qui sont liées aux transformations de la presse actuellement, et donc c'est un autre problème. En ce qui concerne les controverses qui ont eu lieu, elles ont été tranchées en faveur de l'Anthropocène. Et ça, je vous conseille quand même de lire un peu les travaux qui ont été publiés, y compris par... je crois que c'est à l'École des Mines qu'ils ont fait tout un travail sur cette question et un suivi très important des débats qui ont eu lieu. Et sur le choix de l'Anthropocène, il y a maintenant une majorité, et d'autant plus qu'ils viennent de définir ce lieu symbolique dont j'ai parlé, et ça a été décidé très récemment. Et c'est lié à la reconnaissance de cette période. Je n'ai pas dit que c'était
l'homme, j'ai dit, ce sont les activités humaines. C'est vraiment, je crois qu'il faut faire attention aux mots. Je n'ai jamais dit que l'homme transformait la Terre, j'ai dit que c'était les activités humaines, et notamment un certain nombre d'activités aussi importantes que la bombe atomique. Moi, je fais partie de cette génération, peut-être vous aussi, qui a quand même subi le traumatisme psychologique, pas direct, Dieu merci, mais on a subi ce traumatisme psychologique très fort au moment de Nagasaki et d'Hiroshima. Après, je ne parle pas d'autres conséquences, mais celle-là, c'est quelque chose qui a marqué notre génération. Et on ne peut pas en faire comme si rien ne s'était passé. Et d'autre part, ça a des effets en profondeur sur la nature de nos sols et donc de la planète. On va peut-être trouver un deal entre Holocène prolongé et puis avec une inflexion Anthropocène, marquée sur quelques siècles. Wow. Oui, peut-être pour les flux affolus, sur les flux financiers. Oui, c'est absolument central, d'autant plus que l'agriculture ou la sylviculture, c'est des surfaces colossales, hein, évidemment. Hein, on est à 50% de la surface française qui est une surface agricole. On était à 75% il y a 70 ans. Donc on a deux phénomènes par rapport à ça. D'un côté, une intensification dans le nord de la France, pour le dire simplement, Picardie, Bretagne, la Beauce, etc., où là, il n'y a plus de nature, avec des sols qui sont vraiment... où il n'y a plus de vivant, enfin voilà, il n'y a plus d'entités vivantes dans ces sols. Et puis dans le sud, finalement, un réensauvagement, en fait, avec un retour des forêts comme on n'a pas connu depuis plus de 1000 ans. Et donc, c'est géré comme une usine, quoi, aujourd'hui, l'agriculture. Et les incitations sont des incitations comme pour une usine. Et c'est un peu ça ce dont on peut se plaindre, je pense, parce que si on prend, par rapport aux flux financiers que vous évoquez, il y a la PAC. La PAC, c'est 9 milliards par an, qui n'est pas aujourd'hui en France du tout éco-conditionnée. Dans d'autres pays, ça l'est. En Allemagne, ils ont fait le choix d'éco-conditionner une part importante de la PAC. En France, ce n'est pas le cas, et c'est la raison pour laquelle on a des subventions au bio, par exemple, qui sont inférieures quand on les ramène aux unités de travail agricole ou aux excédents bruts d'exploitation. Désolé pour le jargon, mais c'est des indicateurs d'exploitation qui sont vraiment associés au sujet. Et donc ça, c'est quand même un gros point problématique en France, c'est qu'on a un exécutif qui ne croit pas dans l'agroécologie, je le dis de manière brutale, mais on nous sort de nouveaux arguments pour maintenir un système qui est quand même en crise. Les agriculteurs sont en détresse, les maladies qu'ils subissent ne cessent d'augmenter, la biodiversité de ces espaces disparaît, c'est quelque chose, et économiquement, ça ne va pas non plus. Donc, plutôt que de continuer à donner de l'argent pour maintenir un système qui est à bout de souffle, pourquoi ne pas l'aider plutôt à se transformer? Il y a une opportunité, vous savez peut-être, il y a 50% des agriculteurs qui vont partir à la retraite d'ici 2030. C'est une fenêtre qui s'ouvre. On ne sait pas du tout ce qu'en va faire l'État français. C'est incroyable. Imaginez que 50% des gens qui ont la maîtrise de 50% des surfaces de notre pays, dont on peut imaginer des suites diverses et variées, il n'y a pas de stratégie claire. La stratégie, c'est la souveraineté alimentaire, dont je vous invite à vous méfier très fortement, parce qu'en fait, on est très largement souverain d'un point de vue alimentaire. Simplement, on nous montre ce qu'on importe. Sur le blé dur, par exemple, on importe, je crois, 75% de notre consommation, sauf qu'on est autosuffisant à 160%. Mais sauf qu'on exporte une quantité colossale de nos... Donc, en fait, la question, c'est la relocalisation quand même aujourd'hui de la production, avec des distances entre là où on produit et là où on consomme qui sont beaucoup plus petites. On est un pays, franchement, qui est complètement dans un monde du commerce international des produits agricoles. On peut changer ça quand même aujourd'hui pour le climat, pour effectivement mieux travailler les sols et qu'ils soient moins émetteurs de gaz à effet de serre et qu'on libère moins de carbone, qu'on se passe aussi d'intrants de synthèse qui sont très gourmands en énergie fossile
Et ce sera bon pour la biodiversité aussi. Là, on ne va pas en discuter dans le détail, mais il y a des opportunités sur l'agriculture qui sont incroyables. Et c'est un manque là aussi, quand même, de connaissances et de volonté politique de changer le système, avec, il faut bien le dire, des lobbying très puissants de syndicats que je nommerai pas, et qui font que ça bloque, quoi. Voilà, pour les affolus. Après, pour la question des marchés crédits carbone, des crédits biodiversité. Alors les crédits biodiversité, c'est compliqué de répondre, c'est une question piège évidemment, parce que j'ai pas le droit de dire le moindre chose positive sur un crédit biodiversité, mais bon, je vais quand même hésiter. En fait, évidemment, dans un système où il n'y a pas de régulation, un crédit biodiversité, c'est la porte ouverte à n'importe quoi. Donc, en résumé, ce sera contre-productif. En revanche, si on imaginait des crédits biodiversité à des échelles locales, qui soient basés sur une organisation collective avec une forme de puissance publique, pas forcément l'État, mais disons une forme de régulation de ces crédits, il n'y a pas pour moi Enfin, c'est pas aberrant que des gens aient envie de payer pour voir de la biodiversité dans un endroit, mais qu'eux n'ont pas la maîtrise foncière, par exemple, sur cet espace, et qu'ils payent pour ça. Après, encore une fois, les dispositifs qui doivent être déployés pour ça doivent être très encadrés, idéalement dans un contexte réglementaire précis. Et ça renvoie à la compensation écologique qui a été évoquée. J'avais une autre question d'une personne qui me disait comment on fait aujourd'hui si on veut faire apparaître les externalités environnementales liées aux pratiques économiques actuelles en matière de biodiversité. Alors j'ai deux réponses à cette question. La première, c'est que pour moi, l'idée de bien appliquer la loi sur les études d'impact, ce serait déjà énorme. C'est-à-dire que aujourd'hui, quand vous détruisez une zone humide pour construire une autoroute, eh bien, encore une fois, je suis désolé, je ne veux pas faire de généralité sur les préfets, voilà, mais on va dire, vous pouvez aller faire de la compensation en plantant quelques haies à droite, en restaurant un milieu, en faisant de la rotation agricole à gauche. Enfin, c'est absolument aberrant. Normalement, et ça va être renforcé avec le zéro artificialisation nette, normalement, on devrait avoir une désartificialisation, une renaturation d'un site qui a lui-même été complètement artificialisé pour avoir une équivalence qui ait du sens. Ça n'est pas une utopie. Moi, j'ai travaillé assez longuement aux États-Unis dans un contexte où il y a eu des crises avec des contentieux importants autour de ces lois dans un certain nombre d'États de l'Est américain, notamment en Caroline du Nord, en Floride. Et en Caroline du Nord, par exemple, on a aujourd'hui des mesures compensatoires qui sont d'une qualité incomparable avec ce qu'on fait en France. Ces obligations de compensation se font à des distances très courtes. Ce n'est pas de la compensation carbone où on va acheter des choses qui sont à l'autre bout du monde. Non, c'est à 30 km. Ça ne peut pas être plus éloigné. Ça coûte très cher parce que, évidemment, quand vous devez renaturer une ancienne friche industrielle, c'est des centaines de millions de dollars qu'il faut payer. Et donc, le coût pour celui qui génère l'impact, il est colossal. Ce qui l'amène à éviter beaucoup plus les impacts et à réduire ces impacts. Aujourd'hui, on annonce souvent qu'il faut éviter et réduire avant de compenser. Évidemment, tout le monde ne peut être que d'accord avec ça. Sauf qu'en fait, le meilleur moyen pour qu'on évite et on réduise avant de compenser, c'est que la compensation coûte très cher. Si elle coûte très cher, les incitations seront là pour éviter et réduire. On densifiera, on évitera, on recyclera, on fera des choses bien meilleures. Donc, moi, mon message par rapport à ça, c'est, et ça vaut pour les histoires de crédit biodiversité, si on est dans un contexte très exigeant, je peux en témoigner et j'ai écrit des papiers là-dessus, on a des résultats qui sont significatifs. En Caroline du Nord, encore une fois, j'ai eu des échanges avec des ONG environnementales qui faisaient les suivis sur zone, etc., et qui elles-mêmes déclaraient que l'absence de perte nette de biodiversité avait été atteinte pour les zones humides. C'était que pour les zones humides, je précise. C'est lié à plein de paramètres sur lesquels je ne vais pas m'étendre aujourd'hui. Mais quand une association de protection de la nature qui est sur le terrain dit qu'à un moment donné, on peut atteindre des objectifs comme cela, il ne faut pas généraliser. Je ne dis pas que c'est des choses qu'on peut faire partout. D'ailleurs, ça ne marche pas pour les espèces. Ça peut marcher pour des zones humides relativement peu patrimoniales. C'est-à-dire, en fait, ça ne peut pas être valable pour des zones humides qui ont des tourbières multicentenaires. Ça n'a aucun sens. C'est ça le point, c'est qu'il faut être clair sur qu'est-ce qu'on peut compenser ou pas compenser. Donc,
Ça, c'était pour répondre à plusieurs questions qui renvoyaient à la fois au crédit, mais aussi sur comment on gère concrètement aujourd'hui des choses. Ben déjà, j'ai envie de dire, appliquons la loi, quoi. C'est juste ça, en fait. Hein. En France, on a un arsenal juridique qui permet vraiment d'améliorer les choses dans notre pays. Il faudrait juste avoir un tout petit peu plus d'application. Et il y avait un élément sur la privatisation du fait du carbone, je ne sais plus qui avait posé cette question, enfin en tout cas le fait qu'on puisse avoir aussi des logiques de privatisation avec des nouvelles logiques. Ça, je suis entièrement d'accord. Je trouve qu'aujourd'hui, il y a un phénomène très inquiétant, notamment sur des dispositifs où on va soit à travers l'agriculture régénératrice, soit à travers la plantation d'arbres, vouloir créer des crédits carbone. Donc on va en fait dédier des écosystèmes à la production non plus de denrées alimentaires, mais à des crédits de carbone, hein, puits de carbone ou autre. Et ça, en fait, c'est le même problème que l'agriculture intensive. Si on produit des puits de carbone de manière intensive, bah, ça va se faire aux dépens de la biodiversité, évidemment. En fait, un écosystème ne peut pas être spécialisé. Un écosystème, ça doit être hyper hétérogène, hyper diversifié, hyper complexe. Et c'est en le laissant évoluer quelque part et en n'essayant pas de le contraindre de trop. Je ne dis pas qu'on ne peut pas intervenir dessus, mais en tout cas, il ne faut pas en tout cas en faire une usine qui produirait de manière standardisée une unité de quelque chose. Et c'est de ça dont il faut sortir. Ça, c'est un imaginaire quand même qui est très présent aujourd'hui encore. Oui, en t'écoutant, d'ailleurs, je pensais à l'expérience qui est menée par Morizet sur les forêts en libre évolution, et ça c'est intéressant de voir d'avoir ce genre d'expérience aussi et de pouvoir les suivre. Moi je suis d'accord quand tu dis ça peut pas être partout. Oui, pardon, ça ne peut pas être partout, mais je pense qu'on a un certain nombre d'expériences quand même. Je pensais à Notre-Dame-des-Landes, où on a eu une expérience en vraie grandeur de ce qui pouvait être fait, à la fois en termes d'agriculture, en termes de nouvelle gouvernance aussi, ce qu'on oublie de cet aspect-là. Et je pense qu'on a un certain nombre d'indications et de signaux, alors certains disent faibles, mais qui montrent quand même qu'il y a des expériences qui peuvent être développées et généralisées. Et je pense quand même qu'il y a des transformations qui sont en train de s'opérer, qui sont porteuses d'avenir. Ah oui, alors notre train de... Oui, là. Merci pour vos interventions. En termes prospectifs, comment vous voyez le déploiement des comptabilités socio-environnementales? Est-ce que vous pensez que ça peut intervenir localement, au cas par cas, entreprise par entreprise, ou sur un territoire où ça doit monter au niveau national, ou voire même international? La comptabilité... Pardon. Bonjour, je voulais juste ajouter une petite note positive. Je fais beaucoup de formations en ligne sur le site France Université Numérique. Et il y a énormément de formations sur tous les sujets écologique, transition, économie circulaire, les arbres récemment, enfin bref. Et ces formations, notamment, il y en a certaines qui sont faites par de grandes universités, françaises, étrangères aussi, belges. Et aussi par le Centre national de formation, alors je ne sais plus, CNFPT, je ne sais plus ce que ça veut dire, territorial, donc qui sont à destination de tous les territoires, donc les politiques. Donc le CNFPT. Oui, c'est ça. Donc ils ont en fait tous les éléments à disposition pour se former, pour s'informer. Donc voilà, je pense que c'est déjà une petite note positive, parce qu'il y a aussi l'ADEME qui met en place énormément de formations. Donc il y a énormément de choses qui existent aujourd'hui, il y a encore beaucoup de travail, mais il y a des choses de faites. Voilà. Merci. Oui. Oui, je vais aller un petit peu dans le sens de ce qui vient d'être dit. Il y a aujourd'hui quand même pas mal de sociétés qui font autre chose que du greenwashing, intègrent dans leur politique RSE toutes sortes d'économies.
Pour ma part, je travaille dans une grande entreprise de transport. Pour ce qui concerne les personnes qui roulent, il y a des cours d'éco-conduite, il y a des économies qui se font sur l'électricité dans les bâtiments, etc. Donc lorsque vous disiez que aujourd'hui, eh bien, il y a, comment dirais-je, ça fait partie des annexes extra-financiers, les efforts qui sont faits, le fait est que lorsqu'il y a des économies, finalement, ça entre dans la comptabilité, on va dire, financière, lorsqu'il y a des économies qui sont réalisées. Donc j'avais cette réflexion lorsque vous nous aviez expliqué ça. Et puis j'avais une petite question par rapport aux entreprises à mission. Je me dis qu'une entreprise qui se considère comme entreprise à mission et qui se déclare comme telle, elle entre déjà, on va dire, dans cette volonté, on va dire, d'intégrer de façon un peu plus officielle les efforts qu'elle fait en matière de RSE. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou pas ? Oui, RSE, responsabilité sociale et environnementale de l'entreprise, ouais. Bon, Francine, il y a du travail, là. Ouais. Oui, sur la manière dont la comptabilité peut évoluer, c'est ça, c'était votre question. Alors, effectivement, il y a un mouvement assez fort, mais qui rejoint un peu la question, enfin la question de Madame sur le fait RSE a eu quand même. Il y a deux choses qui ont été importantes. Il y a eu la RSE et la loi Pacte, les entreprises à mission. Donc ça a été un déclencheur important. Et les entreprises ont de plus en plus pris conscience de l'intérêt d'avoir cette comptabilité extra-financière pour pouvoir mesurer justement les efforts qu'elles font. Et de toute manière, elles vont être obligées de le déclarer et donc de le démontrer. Donc de toute manière, cette comptabilité extra-financière, elle existe. Elle va être de plus en plus normée, y compris par la communauté européenne. Et donc, on a vraiment une démarche volontariste d'un certain nombre d'entreprises, grandes, toutes celles qui sont entreprises du CAC 40, de toute manière, elles sont obligées d'avoir cette comptabilité extra-financière. Quant aux petites et moyennes et petites entreprises, d'ici 2026, elles vont être obligées d'avoir aussi cette comptabilité. Donc il y a toute une réflexion qui est en train de se mettre en place pour que cette comptabilité extra-financière puisse déjà être dans un cadre normatif, parce que sinon chacun pourra faire sa comptabilité extra-financière comme il le veut, ce qui est un peu le cas pour l'instant. Hein. Donc il faut qu'il y ait un certain nombre de normes qui soient précisées sur la manière dont on va élaborer cette comptabilité extra-financière. C'est d'ailleurs l'objectif que poursuit le CERCES, puisque nous engageons, je dis non, puisque je fais partie aussi de l'association CERCES, nous engageons un dispositif normatif pour faire reconnaître la manière dont cette triple comptabilité peut s'élaborer à partir du modèle CARE. Et donc, de plus en plus, on va aller vers cette normalisation et vers cette nouvelle manière de prendre en compte les coûts écologiques produits, ce qu'on appelait les externalités d'ailleurs, hein, positives ou négatives, des entreprises. Et lorsqu'elles auront des actions de préservation ou de restauration, ça pourrait être pris en compte aussi dans leur bilan global. Et c'est vers là qu'il faut aller, c'est-à-dire ce bilan global qui sera plus simplement financier, mais qui sera écologique, on peut l'espérer.
Sur la RSE. Ah, les entreprises à mission. Oui, alors, les entreprises à mission, oui, bah, ça se développe. Mais enfin, bon, c'est encore assez limité, hein. Parce que justement, ça engage toute une gouvernance qui n'est pour l'instant pas complètement prête à l'assumer. On l'a vu avec Danone, hein. Je ne me souviens plus quel était le nom du directeur. Pardon, Faber, voilà. Bah, il s'est fait virer, hein, parce que les actionnaires sont encore très puissants. Et il reste pour un certain temps. Donc, ils resteront sans doute pour un certain temps. Donc, ça avance doucement. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire pour l'instant. Pour les grandes entreprises, en tout cas, qui ont des actionnariats puissants, c'est vrai que on a un petit peu du mal à voir les choses se décanter, mais ça viendra d'une autre manière, je pense par un autre canal. Deux petites choses. J'ai été marqué par l'intervention qui, dans le sillage de la suppression de la qualification anthropocène de la collection au seuil, soulignait que, c'est pas la faute de l'homme, parce que l'homme, il y en a de beaucoup de sortes. Et effectivement, Madame avait raison de souligner qu'il faut faire attention aux mots et de dire que c'est pas l'homme, mais ce sont les activités humaines. Mais pour combiner les deux propos, je dirais que ce sont les activités de certaines catégories humaines qui ont conduit au dérèglement climatique. Et les propos de M. Cruitzen, si j'ai bien retenu son nom, ont tendance à balayer l'activité du GIEC sous le tapis. Enfin, c'est l'impression que ça m'a fait. Et pour réconcilier tout le monde, je proposerais volontiers qu'on remplace Anthropocène par Capitalocène. Ça me paraîtrait plus approprié. Deuxièmement, pour commenter la dernière intervention de Madame, moi j'ai fait toute ma carrière dans une multinationale cotée au CAC 40 et j'ai eu à me farcir tous les rapports RSE qui sont parus autour. Et ce que je peux dire, c'est que c'est désespérant, parce que c'est du greenwashing du sol au plafond. Donc je ne vois pas quel bénéfice on peut tirer de ces innovations législatives en forme de RSE. Mais c'est peut-être parce que je vois le mal partout. C'était un peu l'avis de la session précédente de Frédéric H., spécialiste de la finance, qui est dans le monde de la finance, mais qui doutait disons qu'il doutait de la philanthropie des acteurs financiers. Voilà. Oui. Ouais, sur les entreprises, ça va faire un peu aussi écho avec ce que j'ai dit avant, les choses quand même changent un peu. Alors, pas du tout assez vite, mais ce qu'on voit, c'est qu'il y a plusieurs manières d'agir. En fait, déjà, les PME, elles n'ont pas les moyens. Par exemple, moi, ce qui m'intéresse, c'est la biodiversité. Elles n'ont pas le temps, elles n'ont pas l'argent, elles n'ont pas les ressources humaines, la technicité. Enfin, voilà, bref, elles ne sont pas équipées, quoi. Donc, celles qui s'en préoccupent un petit peu, c'est les grosses et les très grosses, qui par justement la CSRD. Alors, je vais finir quand même. La CSRD ont des incitations à le faire. Alors, comment elles le font? C'est là que je vais vous rejoindre. Je pense que c'est pas suffisant. Soit elles ont des fondations qui vont investir de l'argent là-dedans. Bon, c'est un exercice fiscal, hein, mais pourquoi pas, enfin, ça aide quand même certaines choses. Donc, les fondations. Soit c'est des réseaux qui sont internes aux entreprises
qui, en fait, par petites actions, vont revégétaliser des espaces verts, vont trouver des solutions, mais qui sont petites. Et surtout, c'est du volontariat. C'est-à-dire que c'est des réseaux de bonne volonté dans les grosses structures qui peuvent apparaître. Un troisième niveau où il peut y avoir des changements, c'est au niveau de la R&D. Si, par exemple, on a des solutions fondées sur la nature qui peuvent être des substituts à des systèmes en place, bon, eh bien, ça peut être poussé. Sauf que derrière, en fait, il faut vraiment réussir à convaincre toute la chaîne de valeur et toute la filière. Et c'est là que le bas blesse. C'est-à-dire que derrière, il va falloir convaincre le service commercial, enfin la direction commerciale, il va falloir convaincre la direction des opérations, et puis les responsables des unités opérationnelles sur le terrain. Et là, en fait, c'est des acteurs qui, eux, ont évolué dans leur carrière. Alors, s'ils sont chefs, c'est qu'ils ne sont pas tout jeunes, hein, que ce soit un homme ou une femme, hein, peu importe. Donc, en fait, leur carrière, elle s'est faite plutôt sur les 30 dernières années que sur les 5 dernières années, ce qui veut dire que leurs habitudes ne sont pas des habitudes où l'écologie a la moindre importance. Ce problème-là, on le retrouve dans tous les domaines, que ce soit chez les juges, que ce soit chez les préfets. Les préfets, c'est pas en soi qu'ils sont... c'est qu'il n'y a pas de formation sur l'environnement dans leur cursus. À l'ENA, il n'y avait pas 1 heure sur les études d'impact, alors qu'ils ont à prendre des décisions sur cette base-là. Ça y est, c'est arrivé depuis 2 ans. Ouf. Mais, ce que je veux dire, c'est que dans les entreprises, c'est le même problème, c'est qu'on a des R&D potentiellement qui peuvent se bouger, et les fameuses directions environnement, développement durable, qui aussi peuvent être convaincus qu'il y a des choses à faire. Le problème, en fait, sur les entreprises, c'est que tant qu'on ne comprendra pas ça d'un point de vue systémique, c'est-à-dire à la fois comment fonctionne l'entreprise en interne avec des directions qui n'ont pas les mêmes objectifs, clairement. Je ferai la comparaison entre une direction environnement et développement durable, elle se bat comme le ministère de l'Environnement contre les mêmes adversaires. La direction environnement et développement durable, elle se bat contre la direction financière, comme le ministère de l'Environnement se bat contre Bercy. Et comme des scientifiques qui travaillent dans un domaine qui est plutôt lié à l'environnement vont aussi se battre contre des ingénieurs qui sont obsédés par le productivisme. Donc, en fait, la question, c'est la même partout. C'est comment on réussit à faire dialoguer des acteurs qui vivent dans des mondes différents, qui ont des vocabulaires différents, des objectifs différents, des stratégies différentes. Et même quand un chef d'entreprise qui est donc tout en haut, on se dit il a le pouvoir parce qu'il a la vision transversale, peut enclencher des choses, c'est pas vrai. C'est pas vrai parce que derrière, faut tout changer. C'est-à-dire que la personne, le commercial qui lui touche des primes parce qu'il a fonctionné d'une manière pendant 30 ans, parce qu'il a réussi à convaincre des clients d'une certaine manière pendant 30 ans et qu'il a tiré sa légitimité dans sa carrière de tout ça, on lui dit non, il faut changer là, ta légitimité, tes primes et tout ça, mais en fait, ça le met en danger et donc il freine des deux pattes. Parce que là, je parle de choses complètement triviales qui sont liées au changement social d'une manière générale. Mais ce que je veux dire, c'est qu'une entreprise n'échappe pas à ça. C'est pas un système plus hiérarchique qu'un autre, en fait, quand on regarde bien dans le détail. Il y a aussi beaucoup de transversalité. Et quand on ramène ça aux filières dans leur ensemble, eh bien, si à un moment une entreprise du bâtiment dit « moi je veux passer au tout bois », ah bah oui, mais en fait j'ai pas l'approvisionnement parce qu'en fait la filière elle n'existe pas. Et puis les consommateurs, il va falloir que je les convainque parce que est-ce que les qualités sont ceci, est-ce que ça... Et puis il y a des normes et l'administration va me tomber dessus parce qu'en fait c'est pas... Et donc en réalité c'est clairement pas est-ce que les entreprises vont changer aujourd'hui ou pas, c'est comment à un moment donné on change un système qui est clairement aujourd'hui les entreprises sont obsédées par la rentabilité financière. Je faut être honnête, les bilans extra-financiers, pour avoir regardé un petit peu ça, je suis d'accord avec vous, pour l'instant on n'est pas rendu. Maintenant, c'est comme souvent, c'est des histoires de génération, il n'est pas, mais est-ce qu'on a le temps? Ça c'est l'autre problème. Mais ça semble vraiment verrouillé, mais pas... oui, et puis surtout, c'est vraiment très compliqué. Ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas tomber dans du noir ou du blanc, quoi. Faut essayer de comprendre quand même déjà que dans un certain nombre d'entreprises, aujourd'hui, ça devient un enjeu l'environnement, ne serait-ce que pour faire du recrutement. Ils ne peuvent plus aujourd'hui aller chercher à Polytechnique des personnes comme ça s'ils font du gaz à effet de serre à fond. Parce que les polytechniciens, ils n'ont plus envie que le week-end, leurs copains, ils se fichent de leur figure parce qu'ils travaillent chez Total, quoi. Et donc, ça, c'est une réalité. Ils ont un gros problème chez les cadres supérieurs en recrutement dans les grandes écoles parce que les jeunes veulent aussi des postes, certes rémunérateurs, mais aussi qui aient du sens. Et il y a eu une fronde à AgroParisTech des études. Oui, nous, on a nos bifurqueurs, nous. Et donc,
et qui ont créé une sorte de dynamique générale, parce qu'en fait, toutes les grandes écoles ont eu leur bifurqueur. Je ne sais pas si vous avez... Ouais, il y a eu vraiment des choses assez intéressantes. Donc les étudiants, y compris dans ces grandes écoles d'ingénieurs qui sont quand même assez formatées, j'enseigne dedans, même si nous, à AgroParisTech, on est les anarchistes écolos du paysage des grandes écoles. Mais tout ça pour dire que voilà, ces jeunes étudiants créent de la pression. Il y a aussi de la pression du côté des clients quand même. Le consommateur est de plus en plus consommateur citoyen. Enfin, c'est vrai qu'on consomme un peu différemment qu'on ne le faisait il y a 20 ans. Et le contenu environnemental des objets qu'on achète, des aliments qu'on achète, on en tient compte. Et je dirais qu'un dernier élément, c'est aussi du côté des financeurs. Alors bon, là, c'est compliqué, mais bon, il y a des fonds qui disent qu'ils ne financeront plus les entreprises qui, au regard de leur reporting extra-financier, seront trop négatifs parce qu'ils pensent qu'ils vont être sanctionnés dans les marchés faux. Pour l'instant, ça ne bouge pas beaucoup quand même. Juste pour le capitalocène, c'est vrai que un de mes collègues sociologues a fait un travail sur les différentes déclinaisons d'anthropocène, donc capitalocène en est une. On parle aussi d'anglocène, parce que c'est les Anglais qui ont été à l'origine de cette industrialisation, etc. Donc on a toute une série de déclinaisons. Simplement, le capitalocène, ça tient la rampe quand même, puisque l'UNESCO l'a reconnu et a donné toute une série d'informations sur la manière de définir le capitalocène. Voilà, pourquoi pas le capitalocène. Mais je dirais que c'est un des éléments du débat. C'est un des éléments du débat. Bah écoutez, je vous propose qu'on arrête là. C'était un excellent mot de conclusion d'Harold à la fois et de Francine. Donc on a eu, par rapport à la première session sur la financiarisation, on a eu d'autres horizons qui se sont dessinés. Voilà, pas d'optimistes naïfs, mais des manières en quelque sorte d'envisager d'autres aussi. C'était d'autres analyses que celles de Frédéric H et de Sandrine Fennell. C'est ça aussi la complémentarité de ces deux sessions. Pour notre part, nous pouvons nous retrouver le 7 décembre. Donc là, ça sera l'eau qui sera au cœur de nos débats. 7 décembre, à la même heure, dans la salle des mariages. Voilà. Sur ce, nous vous laissons à vos obligations festives et dînatoires. Et merci de vous encore d'être venus.